Merci. Bon, après cette très courte pause, on va reprendre. Merci Juliette. Euh, je voulais finir quand même mon intervention sur... donc on a compris que c'était un système, qu'il y avait des acteurs, qu'il fallait pouvoir les repérer. Je pense qu'on a compris comment les facteurs fragilisants, les événements déclenchants, les signaux d'alerte. Donc voilà, du coup j'avais envie de finir aujourd'hui mon intervention parce qu'après il y a deux autres webinaires par la suite, mais une fois qu'on a repéré, comment on en parle? Parce que ça va être le début en fait. Si on n'en parle pas, on va pas pouvoir rien faire d'autre en fait. On va rester là avec nos indicateurs. En parler, pourquoi, comment? Bah, déjà, pourquoi il faut en parler? Parce que c'est quand même la loi et notre responsabilité de sélectionner parce que garder le sujet tabou, ça empire la situation. En parler, c'est banaliser ou valider la prostitution. Ils nous envoient des signes. Des jeunes ont pu nous témoigner que euh, elles avaient l'impression que les professionnels autour d'elles le voyaient. Elles avaient l'impression que les professionnels autour d'elles en parlaient entre eux, mais n'en parlaient pas à la jeune. Et donc, certaines disaient, mais tu vois, on s'en fout tellement de moi que du coup, même quand je pars en prostitution, on me dit rien. Et du coup, ça venait valider la prostitution. À l'inverse, d'autres ont pu nous dire, bah, du coup, comme personne n'intervenait dans cette situation-là ou n'a pas tenté d'en parler avec moi, bah, je me disais que c'était peut-être normal, en fait, que c'était peut-être une activité comme une autre. Donc voilà, c'est là où c'est hyper important d'aborder le sujet. Et puis enfin, parce que je crois que vous l'avez compris, le système prostitutionnel entraîne des conséquences graves jusqu'au danger de mort. La majorité d'entre elles, des victimes, ne voient pas d'alternative. Elles vivent dans un état de stress post-traumatique et ou sont sous emprise d'un proxénète qui les empêche d'en sortir. Souvent, quand je partage avec mes partenaires pourquoi on n'en parle pas, beaucoup d'entre nous répondent, mais oui, mais alors si c'était pas vrai? Mais c'est pas grave. Si c'est pas vrai, si on s'est trompé, on va faire de la prévention. Et puis, contrairement à il y a 15 ans où personne ne parlait de ce sujet-là, du coup, on avait l'impression d'être intrusif. Sauf que quand même, là, ce sujet, il est médiatisé. Et les jeunes, honnêtement, je vous assure qu'il n'y a pas un jeune, enfin, il n'y a pas un jeune, il y a très peu de jeunes qui ne connaissent pas une copine, quelqu'un qui se prostitue. Vous allez sur Netflix, vous avez une dizaine de séries sur la prostitution. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez, alors ça s'appelle pas forcément prostitution, mais vous avez des annonces d'escorte, etc. Donc en fait, les jeunes, ils connaissent et on peut peut-être se servir de ça. On peut se dire aussi, mais voilà, je vais m'autoriser à partager un sujet avec toi, la question de l'escorting, la question du sexe tarifé, etc. Parce que je sais que ça concerne beaucoup de jeunes actuellement. Donc, c'est pas si grave, en fait, de se tromper. Je pense en plus que quand un professionnel s'autorise à aborder ce sujet-là, dans 99% des cas, il se trompe pas. Les indicateurs qu'il a sont souvent les bons indicateurs. Alors évidemment, attention, en n'allant pas dans le paroxysme, hein, une jeune fille en jupe très sexy n'est pas en prostitution, hein. Il faut un cumul de facteurs. Comment on en parle et comment aborder le sujet? Déjà, peut-être on va partir de nos inquiétudes avec le ou la jeune. Peut-être on va partir de nos inquiétudes autour de la fugue. Peut-être on va lui dire, ben, moi je sais que durant les fugues, il y a des jeunes qui vivent des choses difficiles. Peut-être que tu en as vécu. Je te propose un espace d'en parler. Euh, Peut-être pas mettre le mot prostitution, parce que le mot prostitution, des fois, il fait peur, il fait stigmate. Et puis, comme je le disais au départ, une partie des jeunes, elles s'identifient pas prostituées. C'est des escortes. Peut-être on va parler de relations, de sexe tarifé. Peut-être que quand tu es à Marseille, tu as du sexe contre de l'argent. Voilà. C'est vraiment ces mots-là qu'il faut mettre. On va pas la juger. C'est pour ça qu'il faut avoir absolument, pour pouvoir aborder ce sujet-là, il va falloir déconstruire nos représentations. On va pas la responsabiliser. C'est pour ça qu'on parle d'exploitation sexuelle. Elles sont exploitées par la société, par des réseaux, par des acteurs. On va tenter de poser un cadre rassurant. Et par contre, en tant que travail social, on va pas faire d'enquête.
On va pas essayer de prouver qu'elle est en prostitution. On va accueillir sa parole, on va rappeler la loi, mais on va pas chercher ah oui, mais alors c'est qui, etc. Puisqu'elle va se fermer, surtout si elle est sous emprise d'un proxénète. Et puis de toute façon, on le sait tous, les travailleurs sociaux, on n'est pas là pour enquêter auprès de notre public. On va respecter sa temporalité et on va pas lui faire dire, parce que souvent on a envie qu'elle nous dise, bah oui, je me prostitue. Mais c'est super rare ça qu'elle fasse ça. Donc peut-être qu'on va poser un cadre rassurant en lui disant, voilà, moi je m'inquiète pour toi, je souhaite partager avec toi mes inquiétudes. On va tenter de pas faire une question fermée. Est-ce que tu te prostitues? Non, on va partager. Ben moi, j'ai des doutes. Je me pose la question que c'est pas des relations contre quelque chose. Je me pose la question si tu es libre de tous tes mouvements, si tu as le droit de faire exactement ce que tu veux. T'es pas obligé de me répondre aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'ai un espace ouvert. Je conseille aussi aux professionnels de mettre dans leur bureau un petit flyer, un petit article sur ce sujet-là. Parce que du coup, inconsciemment, vous envoyez le signal aux jeunes, à la jeune, que vous êtes prêt à discuter, à échanger autour de ce sujet-là. La majorité des jeunes, elles vont être dans le déni quand on va aborder ce sujet-là. C'est pas grave. C'est pas grave, on aura osé aborder la question et peut-être elle reviendra nous en parler. Une partie des jeunes vont le revendiquer. Bah oui, alors, c'est quoi le problème? Je me fais des sous. Ben c'est chouette, on a de la matière, on va pouvoir échanger de comment elle le vit, son activité, etc. Donc voilà, vraiment, de toute façon, si on n'en parle pas, tout le reste, on pourra pas le faire, on pourra pas accompagner. Merci beaucoup. Du coup, on a pas mal de questions, donc on va essayer jusqu'à midi de... Enfin, Claire va essayer jusqu'à midi d'y répondre au mieux. Donc, première question, les parents des enfants en prostitution, sauf les familles proxénètes et enfants des foyers, sont-ils informés ou au courant en général? La majorité du temps, non. Ils sont rarement au courant. Nous, on a des appels de parents qui se posent des questions. Et en fait, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Ils ont les mêmes réactions que les professionnels au départ. Ils se posent des questions et une fois qu'ils arrivent un peu à la réponse, malheureusement, ils sont sidérés. La sidération empêche toute action, en fait, à ce moment-là. Euh, et du coup, quand on les accompagne, on va notamment donner de l'information, des conseils, etc. Mais la majorité des parents se sentent pas soutenus, se sentent seuls dans la situation, sont terrorisés. Moi, j'ai vu des parents enquêteurs qui allaient sur la fiche hein, de leur enfant, qui repéraient l'hôtel où elles étaient allées, qui se faisaient passer pour un client pour pouvoir aller la récupérer, la ramener, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de campagne grand public, en fait, à l'attention notamment des parents. Pour l'instant, puisque du coup, c'est le plan Adrien Taquet 2021 hein, qui est venu vraiment visibiliser ce sujet-là. Du coup, c'est d'abord les professionnels qui ont été informés, mais très peu les parents pour l'instant. Merci. Du coup, il y a une question concernant l'inceste. Quelle différence faites-vous entre inceste et climat incestuel? Mais en fait, la différence, c'est que l'inceste, c'est le passage à l'acte. D'accord? Sur le corps. Le climat incestuel, c'est une ambiance dans une maison. Par exemple, un parent qui va parler ouvertement avec des mots crus de sa sexualité. Un parent qui va laisser la chambre ouverte et l'enfant peut assister aux actes sexuels. Un parent qui va être intrusif avec son enfant, qui va pas lui laisser d'intimité, qui rentre forcément dans la salle de bain, qui va juger son corps. Vous savez, ces petites réflexions-là, ouh là là, ça pousse, et poète poète. Enfin, tout ça, c'est un climat incestuel, et ce climat incestuel, ça, c'est les chercheurs qui nous le disent, et notamment les pédopsychiatres, peut avoir le même impact, enfin, presque le même impact que le passage à l'acte. Merci. Euh, Tout comme pour la question, as-tu déjà été victime de violence? Faut-il poser la question directement, est-ce que tu te prostitues? Donc bon, ça t'en as du coup pas mal parlé, du fait qu'il faut accueillir plutôt la parole du jeune plutôt que poser frontalement la question, d'avoir un cadre rassurant, de plutôt partager tes inquiétudes, de voilà, plutôt passer par des questions ouvertes. Oui, et puis J'ai bien compris. surtout, c'est pas est-ce que tu te prostitues, c'est moi, Mhm.
je pense que tu as peut-être, enfin, c'est à nous d'aborder le sujet. On va pas le chercher. Je sais pas comment l'expliquer, mais souvent les professionnels, on tourne autour du pot pour qu'elles nous disent. Et quand on tourne autour du pot, du coup, on suspecte quelque chose, on met mal à l'aise le jeune en face parce que le jeune va se dire mince, j'ai fait quelque chose de mal. Même le professionnel n'arrive pas à nommer. Donc en fait, c'est pas forcément poser la question, c'est nommer nous à partir de nos indicateurs. On va être authentique avec le jeune. Moi, je m'inquiète. J'ai le sentiment que tu es dans une relation d'emprise, qu'il y a peut-être du sexe tarifé. Voilà. Et tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. Alors, il y avait quelqu'un, c'est plutôt qui faisait une remarque sur ce que tu disais, mais pareil, tu l'as aussi expliqué, c'est mais toutes ne finissent pas victimes d'exploitation sexuelle au nom du trauma. Non, non, bien sûr. Et heureusement, Heureusement. heureusement, parce que je pense que les chiffres seraient en réelle augmentation. Mais en tout cas, quand on parle de ça, c'est qu'en fait, nous, c'est à partir de la lecture des personnes en prostitution, des mineurs en prostitution, à partir du moment où on a commencé à les accueillir, on s'est aperçu qu'une majorité d'entre elles avaient vécu du Mhm. trauma. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir et pas dans l'autre sens. Le trauma ne crée pas, enfin, n'entraîne pas vers la prostitution, hein. Mhm. Ensuite, donc une remarque et question. À l'école, dans les familles, dans les foyers, etc., comment lutter contre cette banalisation? Médias, réseaux sociaux, réseaux d'amis, y compris mouvements politisés, de la prostitution qui se répercute sur les mineurs et les jeunes femmes. Discours, c'est un travail, résultant d'un choix personnel, etc. Les sites sont interdits, mais d'autres s'ouvrent et deviennent viraux entre les jeunes. Le discours n'est pas clair en France. Malgré la loi, on parle encore de droit à ou besoin sexuel des acheteurs. Sans parler des réseaux, ni, ni des répercussions sur les victimes de cette marchandisation. Mineurs, femmes, migrants, etc. Alors, vaste question et en plus, je partage votre constat. Comment faire? Ben, je pense que effectivement, il faudrait que la France soit plus positionnée. Souvent, on fait une différence majeure-mineure. Du coup, c'est parce que majeur, ça serait un choix supposé, etc. Du coup, pour les mineurs, non. Je pense qu'il faudrait aller plus loin sur ce débat-là. Après, je pense aussi que c'est aussi en appliquant la loi sur la prévention qui n'est pas appliquée, qui existe depuis 2003. Normalement, chaque cycle de classe à partir du primaire doit bénéficier chaque année de 3 séances de prévention sur la question du rapport au corps, du rapport à l'autre, des stéréotypes sexistes et sexuels. Au collège, une obligation d'avoir 3 séances chaque année sur la question de la sexualité, la question du genre, la question de l'orientation sexuelle et de fil en aiguille la question des violences sexistes et des violences sexuelles. Et du coup, il y a une loi, mais elle n'est pas appliquée. Si nos enfants ont une fois dans leur scolarité, voire 2 fois dans leur scolarité, une séance sur ces questions-là, voilà. Donc, je pense qu'il y aurait un gros travail à faire de prévention sur ça. Et du coup, peut-être que ça permettrait aussi que les médias, enfin, parce que les médias, une partie des médias restent sexistes. Juste un exemple, en Suède, ils ont fait cette loi sur l'interdiction d'actes sexuels en 2009. Donc, ils ont un recul beaucoup plus important que nous. Et là, notamment auprès des jeunes garçons, 90% qu'on puisse acheter un acte sexuel. Donc ça a pris du temps, mais ça marche. Parce que là, le souci, c'est qu'on a eu une loi du 13 avril 2016 que je défends en laquelle je crois. Mais par contre, on n'a pas forcément eu les moyens de pouvoir l'expliquer, l'expliciter auprès des jeunes. Mhm. Et si je peux partager aussi quelque chose, je pense que c'est important aussi de se rendre compte de la réalité qui est la prostitution. Et pour ça, il y a aussi des outils. Et il y en a un notamment, c'est par exemple le podcast pardon, La vie en rouge qui a été fait par des personnes ayant connu la prostitution et qui, je trouve, est très intéressant et éclairant sur la réalité que c'est aussi et ce qu'éprouvent les personnes concernées. Effectivement, vraiment, je rebondis sur ça et il est vraiment à écouter si vous voulez comprendre un peu ce qu'elles y vivent, ce qu'ils y vivent. Et je rajouterai aussi un documentaire qui a été fait il y a à peu près 2 mois, qui est toujours en replay sur France 2.
dans France Télévisions Ok, en ouais. replay, qui s'appelle Comme si j'étais morte, hein, et on suit justement des professionnels aux prises avec la question de la prostitution des mineurs dans leur foyer, Mhm. qui est très très bien. Donc, on va continuer sur les questions parce qu'il y en a pas mal. Alors, quels moyens utilisez-vous? Du coup, il y a plusieurs questions sur l'accompagnement. Donc, quels moyens utilisez-vous pour les accompagner, leur permettre de sortir de ce système? Comment et avec quels mots peut-on aborder ce sujet? Donc, ça, tu l'avais évoqué aussi. Avec quels moyens et outils aborder ce sujet avec les jeunes, sans les catégoriser? Comment en parler avec une jeune qui parle assez ouvertement de ses pratiques, mais y retourne quand même? Alors juste la précision du coup pour tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement, donc ce sera en fait dans le cadre du deuxième webinaire qui aura lieu le 13 septembre. Donc si ça vous intéresse, euh, on vous attend le 13 septembre et puis sinon le webinaire sera aussi en replay. Donc je sais pas, peut-être on peut passer aux autres questions comme tu as déjà abordé aussi. En tout cas, juste pas pour spoiler le prochain webinaire. En tout cas, s'il y a bien un principe, c'est une écoute non jugeante, mais pas neutre. C'est-à-dire que si on a une écoute trop neutre sur la question de la prostitution, de n'avoir aucun avis, je sais pas comment la jeune va pouvoir s'en saisir. Par contre, c'est pas lui dire ah, tu te prostitues, c'est horrible, tu te prostitues, machin, mais c'est dire avec les jeunes ben moi je suis hyper inquiète pour toi. Moi, je pense que la prostitution, là, ce que tu vis, ça a un impact sur toi. Donc voilà, c'est vraiment avancer avec elle. Après, on n'a pas de baguette magique. Ça prend des mois, voire des années. Nous, le service du fil, on est. Pourquoi on s'appelle le fil? Parce que c'est tenir le fil dans la relation et qu'il va y avoir, à des moments donnés, il va un peu se casser, il va se tendre, il va revenir. En fait, je crois que ce qui est important pour ces jeunes qui sont prises à ces réseaux-là, c'est la présence inconditionnelle, en fait, et le non-jugement quand elles reviennent. Est-ce dangereux de vouloir amener le jeune en situation prostitutionnelle vers d'autres groupes de pairs au risque qu'elles les entraînent? Question du bénéfice-risque. Alors, ça peut. Comment dire. C'est-à-dire qu'effectivement, une terrain, elle n'a pas échangé, mais vous savez qu'elle risque. Par contre, si c'est accompagné, en prévention, surtout, elle s'entraîne là-dedans à ces situations-là. On voit les jeunes embarquer d'autres jeunes et voilà, on sait pas trop quoi faire. Donc c'est peut-être à partir du moment où on va mettre en place des actions, des pistes, que le sujet ne soit plus tabou, qu'on va peut-être pouvoir enrayer. C'est ce qu'on fait nous au foyer de l'enfance. On tient maintenant une permanence une fois par semaine sur ce sujet-là. Enfin, les jeunes savent qui on est. Alors c'est pas magique, mais ça permet de rapidement parler du sujet. Merci. Du coup, une question plutôt sur les proxénètes. Comment repérer les attitudes malsaines, les comportements déviants des adultes proxénètes pour sensibiliser les familles afin qu'elles puissent agir lorsqu'elles détectent une personne qui pourrait entraîner le ou la mineure dans la prostitution? Euh, Tic, 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 tic. Je réfléchis, mais de suite, j'ai envie de faire le lien avec les violences conjugales, en fait. Comment repérer qu'une jeune va être mise sous emprise par un proxénète? Je pense que c'est ça. Enfin, c'est vraiment mes collègues qui sont en lien direct avec ces jeunes-là, elles travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la relation de couple, la relation d'emprise. Les jeunes ne parlent pas de violence conjugale, hein, ils vont parler de relations toxiques, etc. Et par exemple, un outil comme ça, hein, mais le violentomètre peut être un outil à travailler avec les jeunes. Une autre question, mais sur les acheteurs. D'après les études sur le profil des acheteurs, de nombreux hommes de notre entourage sont probablement des clients. Comment les identifier? Doit-on les dénoncer et à qui? Euh, Question hyper Ouais. intéressante. Après, je ne sais pas si je vais vraiment avoir la réponse. Effectivement, s'il y en a 15%, ben, on en a dans notre entourage. Euh, Par rapport aux mineurs, si vous avez connaissance d'acheteurs de mineurs, oui, je pense qu'on peut les dénoncer, en fait, puisque du coup, vous l'avez vu, hein, moins de 15 ans, c'est du crime, et moins de 18 ans, c'est un délit.
Selon vous, la prostitution peut-elle être un libre choix pour certaines personnes? Bien évidemment, je ne parle pas de mineurs où cette liberté de choix peut être complexe au vu de leur parcours, manque de maturité, etc. Alors, moi, par rapport aux adultes, du coup, là, on va se positionner du côté des adultes. En tout cas, ce qu'on sait aussi des adultes qu'on accompagne, une partie d'entre elles et d'entre eux ont commencé mineurs. Donc, se pose la question du choix. Une autre partie d'entre elles et d'entre eux, pas tous, mais une grande partie d'entre elles et d'entre eux ont aussi vécu des violences avant, ont des failles vécues dans l'enfance et ou l'adolescence. Ensuite, est-ce que c'est un libre choix ou une solution? Moi, j'utiliserais plutôt le mot solution que libre choix, c'est-à-dire que à des moments donnés, les personnes, bah, du coup, dans leur parcours de vie, il y a un événement et la prostitution peut devenir une solution à un moment donné. Après, nous, en tout cas, dans notre association, ou en tout cas toutes les personnes qu'on a rencontrées, nous parlent pas réellement de libre choix. Je pense à une personne, par exemple, qui qu'on voyait en maraude dans la rue, hein, et qui du coup à chaque fois on discutait avec elle puisque elle nous disait mais non mais moi c'est mon choix, c'est une activité, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, moi je respecte évidemment la parole des gens. Et puis il y a eu le confinement. Il y a eu le confinement et tout le monde a été confiné, hein, les premiers mois. Et au retour du confinement, cette personne, elle est venue nous voir en nous disant, mais comme tout le monde, j'ai été confinée. Il y a eu un arrêt brutal de la prostitution pendant 3 mois. Et cette personne est venue nous voir en nous disant, mais en fait, là, mon corps s'est réveillé et enfin, je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas si anodin que ça, c'était pas une activité si anodine que ça. Mhm. Merci beaucoup. Alors, on constate que les enfants, puis les jeunes, collégiens, lycéens, disposent de plus en plus tôt à un accès aux réseaux sociaux. Téléphone pour sécuriser les parents pensent qu'ils peuvent ainsi surveiller leurs enfants. Minimisation ou méconnaissance des risques des réseaux sociaux, où les parents publient également des photos de leurs enfants. Accès facile et fréquent des enfants aux pornos violents, etc. Comment empêcher les enfants d'être exposés aux risques pédopornographiques ou pédocriminels et d'être entraînés dans ces réseaux de proxénétisme qui avancent masqués d'après votre présentation? Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes, comme le préconisent certains politiques? Pensez-vous que cela empêchera ces enfants d'entrer dans l'exploitation sexuelle? Vaste question. J'ai envie de répondre d'entrée, prévention, prévention, prévention. C'est-à-dire que l'interdiction, c'est aussi compliqué. L'interdiction des réseaux sociaux, ça va, au vu de ce que ça crée chez les jeunes, etc., ça va être compliqué de les interdire alors qu'on les a laissés libres d'accès comme ça. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, bah oui, ils ont des réseaux sociaux. Un réseau social, c'est chouette aussi. Il n'y a pas que des trucs horribles qui s'y passent. Il y a plein de choses hyper intéressantes. On a accès à l'information. Après, il faut savoir la trier. Mais il y a aussi des jeunes qui ça leur permet d'avoir accès à un réseau social, en fait, à à du lien avec des pairs, etc. Donc peut-être qu'on a un gros travail avec nos jeunes à faire sur bah, ce qui est chouette sur les réseaux sociaux et les dangers en fait. Comme avant, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, ben, qu'est-ce qu'on disait aux jeunes filles ou jeunes garçons? Fais attention. Voilà. Et je pense qu'il faudrait peut-être faire de même avec les réseaux sociaux. On Mhm. parlait beaucoup. Du coup, je rebondis par rapport à la prévention, parce qu'il y a une autre question, c'est bonjour, avez-vous des outils de prévention sur les IST ou plus généralement sur la sexualité afin de l'aborder avec des adolescents? Aujourd'hui, la parole, est-ce que c'est la même question? Aujourd'hui, la parole semble s'être libérée sur les violences sexuelles et sexistes, la pédopornographie, le cyberharcèlement sexuel, l'inceste ou les violences intrafamiliales, mais sur la prostitution, des femmes, personnes trans, fragilisées ou migrantes et des mineurs semble encore peu audible. Les pouvoirs publics s'y intéressent-ils et comment? Je pense que c'était deux questions différentes. Alors, Alors, la première, c'est sur la prévention sur les IST ou plus généralement sur la sexualité. euh, Est-ce que euh, vous avez des outils de alors oui, on prévention? en a, mais en tout cas, moi, je vous invite, puisqu'on s'en est aussi beaucoup faire servi, sur les IST et la sexualité, je vous invite à vous rapprocher des centres de santé sexuelle, Mhm. des départements. Il y en a dans tous les départements. Avant, ça s'appelait centre de planification. Ça a changé de nom, ça s'appelle centre de santé sexuelle. Et du coup, ces équipes-là ont vraiment des chouettes outils de prévention sur toutes ces questions-là, d'IST et de sexualité. Mhm. Et du coup, l'autre question, c'était concernant les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils semblent s'y intéresser et comment?
Alors, peut-être pas suffisamment, mais quand même, si je suis là aujourd'hui, s'il y a un webinaire Mhm. organisé, c'est quand même aussi suite à... Bon, il y a des associations qui ont fait remonter cette problématique. On était un peu pas trop entendus, mais quand même, ça a été entendu. 2021, le premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs, qui a donné lieu à des études. Hein, tapez sur Internet, vous aurez accès au rapport. Ce premier plan de lutte a aussi donné quelques moyens justement aux associations pour ouvrir des lieux spécifiques, soit comme nous sur le fil du milieu ouvert, aller vers les jeunes, etc. Donc voilà, après évidemment qu'on estime tous et toutes que c'est pas suffisant. Malgré tout, les pouvoirs publics entendent un peu au regard, voilà, depuis, on va dire, depuis 2021. Mhm. Et c'est vrai que c'est bien de le rappeler qu'on est là aussi aujourd'hui grâce à ça, puisque je suis financée par l'État. Donc, alors, je continue parce qu'il y a encore pas mal de questions. Donc, là, c'est plutôt une expérience. J'aurais une expérience à partager, la difficulté des foyers qui mettent fin à la prise en charge au bout de 7 jours de fugue et accentuent de fait les risques. Je partage ça avec vous. Mhm. On travaille pas mal avec les foyers en disant est-ce qu'il est possible d'adapter par rapport à ces situations-là, puisque les proxénètes, des fois, vont faire exprès de les faire rentrer le neuvième jour pour que justement elles puissent pas rentrer au foyer. Du coup, la réaction de la jeune, ça va être de dire bah tu vois, en fait, enfin le proxénète va lui dire bah tu vois, en fait, il t'aime pas tant que ça, quoi. Moi, je travaille beaucoup aussi avec les collègues des foyers au retour de fugue. Je comprends que dans chaque villa, dans chaque foyer, il y ait des règlements et il faut respecter le règlement. Mais peut-être que sur des retours de fugue prostitutionnels, peut-être l'adapter. En tout cas, si, enfin, on a une expérience, par exemple, d'une jeune qui est rentrée de fugue après plusieurs jours, qui était en état qui allait vraiment pas bien en fait, hein, des ecchymoses, extrêmement fatiguée, amaigrie, etc. Et du coup, retour de fugue, interdiction de monter dans sa chambre, interdiction de se doucher, elle avait raté l'heure du repas. Voilà. Donc ça va avoir un impact négatif pour la suite de l'accompagnement. Donc c'est comment ensemble on adapte nos postures professionnelles. Mhm. Et du coup, ces sujets-là, c'est aussi notre volonté de pouvoir les aborder dans les prochains webinaires, avec notamment justement des professionnels Mm. de l'ASE. Si un jeune arrive à en parler, quelle est la démarche à suivre pour le professionnel, pour un jeune mineur et pour un majeur? Donc ça, c'est pareil, je pense qu'on l'abordera plutôt dans les prochains webinaires. Au niveau de la prise en charge thérapeutique, à quel type de professionnel, pardon, quel type de professionnel vous conseillez? Psychologue, mais pensez-vous que pédopsychiatre serait plus adapté? Ben, ça va dépendre des personnes, mais les deux semblent adaptés. En fait, même c'est ce qui est des fois le plus intéressant, c'est d'avoir un pédopsie plus Mhm. un psychologue, en fait. Mhm. Quelle est la loi qui impose au collège de faire 3 séances par an sur la sexualité? Les risques. Alors, c'est la loi de 2003. On vous enverra l'intitulé Mhm. parce que là, je l'ai plus, mais c'est une loi qui date de 2003. Vous pouvez le retrouver sur le site du gouvernement. Du gouvernement. Ouais, j'ai plus en tête non plus. Ouais. On vous enverra ça. Au niveau du suivi ASE, comment aborder cette question de la prostitution auprès des parents? Est-ce aux professionnels de l'ASE d'évoquer en priorité auprès des parents ce que leurs enfants a subi? Est-ce au niveau pénal? Alors ça, c'est une grande question. J'ai pas Ouais. forcément la réponse et qui peut créer débat parce que ça va dépendre aussi de comment l'enfant il se situe. C'est vraiment la question parce que on s'aperçoit que notamment dans les établissements scolaires, il y a un empêchement à révéler les violences prostitutionnelles de peur de la réaction des parents. Et il y a un groupe de travail aussi qui réfléchit dans notre assoce avec des juristes, etc., de est-ce que dans ce cadre-là, est-ce que ça pourrait pas être comme des révélations de violences sexuelles? Voilà, c'est en question. Donc j'ai du mal à me positionner. Mhm. Merci. Et ça, peut-être que c'est aussi une Mm, question qu'on pourra poser, vu que ce sera aussi, mm. les prochains webinaires seront à plusieurs voix, donc ça peut être intéressant aussi. Euh, voilà, après, c'est des gens qui... Chloé Baudry, merci de partager les Merci ressources. Chloé. Euh, voilà, qu'y a-t-il d'autre? Bon, c'est bientôt l'heure, alors je regarde s'il y a quelques dernières questions. Vers qui orienter les jeunes sur les territoires où l'amicale du Nid n'a pas d'antenne? Ah, c'est une question intéressante. Alors, déjà, il n'y a pas que l'Amicale du Nid hein, Mhm. qui est sur la question de la prostitution des mineurs. Donc, il y a sûrement d'autres assos par territoire. Après, il y a des assos dans les territoires, effectivement, il n'y a rien.
Donc après, c'est peut-être voir. Moi, je sais que par exemple en Lozère, j'interviens en Lozère, je forme les professionnels en Lozère sur cette question-là. Et du coup, un petit groupe de travail est en train de se mettre en place. Est-ce que ça serait la maison des ados avec le centre d'information du droit et des familles qui sont déjà formés sur les violences sexistes et sexuelles? Enfin, voilà, peut-être se rapprocher des assos qui travaillent un peu sur ces sujets-là. Et ça, c'est pareil, c'est une question qu'on abordera aussi plutôt dans le troisième webinaire, mais on vous présentera les dispositifs nationaux et locaux qui existent. Donc, ce sera aussi un temps pour discuter de tout ça. Et voilà, il y a quelques autres remarques, mais je vois l'heure qui tourne. Bonjour, sur le département de l'Hérault, la décision de continuer sur une prise en charge au-delà de 7 jours de fugue appartient à la direction enfance et famille. Concernant l'accueil des retours de fugue, c'est effectivement primordial de former les professionnels éducatifs avec un positionnement institutionnel clair permettant d'accueillir les jeunes lors de leur retour de fugue afin de favoriser l'échange. Donc toujours, c'est ce que tu disais aussi sur le fait de garder un lien. Quelle est la différence entre l'Amicale du Nid et le Mouvement du Nid? Alors, à la base, c'était la même association en 46, hein. C'est un prêtre, le prêtre Alvas, qui a créé l'association l'Amicale du Nid. Et ensuite, dans les années 60, en fait, la France a ratifié un texte de l'ONU disant que la prostitution n'était pas une activité digne pour les personnes. Et en ratifiant ce texte, la France avait une obligation de mettre sur chaque territoire, sur chaque département, une association spécialisée sur ce sujet-là. Et en signant ce décret, du coup, il fallait que ce soit des professionnels, des salariés. Et donc, au sein de l'Amicale du Nid, il y a eu à l'époque un conflit entre les militants du départ qui étaient des bénévoles plutôt d'obédience catholique et l'arrivée des professionnels, travailleurs sociaux, notamment éducateurs, qui venaient de formation laïque, hein, faire avec les gens, etc. Voilà. Et du coup, il y a eu une séparation dans les années 70 de l'association en deux. D'un côté, le mouvement du Nid qui était resté l'équipe de bénévoles, c'est en train de changer puisque maintenant au Mouvement du Nid, il y a quelques salariés sur certaines délégations et l'Amicale du Nid qui est constituée, en tout cas sur le terrain direct avec les personnes, de professionnels. Merci pour cette précision. Alors, je finis juste par une dernière chose parce que ça me paraît intéressant. C'est quelqu'un qui dit la trame du rapport du fil est plus efficace que ce que peut envoyer comme signalement au proc. J'ai fait l'expérience des deux et celle du fil a amené une réaction plus rapide du proc. Et du coup, quelqu'un qui demande après, serait-il possible de diffuser cette trame à tout le monde? Alors, je sais pas encore, il faut que je demande l'autorisation. Non, je plaisante, mais c'est une trame qu'on a travaillé avec l'ASE et le parquet aussi. Euh, euh, donc, merci de ce retour. Voilà, il faut que je vois si on peut la diffuser ou pas. Et juste pour finir, ça peut être bien pour finir, quelqu'un qui a un super outil à partager très complet. Bravo. Merci beaucoup. Parce que c'est pas évident hein, d'être derrière un ordinateur où on voit personne, mais merci. Encore merci beaucoup à Claire, on va finir là-dessus, et à Benoît Prévost aussi, qui a la technique derrière que vous ne voyez pas, mais merci à lui. Et merci à vous toutes et tous de vous être mobilisés pour cette question importante. Et on vous retrouvera donc le 13 septembre pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci Merci Claire. beaucoup. Merci.